comme on vient de voir, la science permet vraiment des découvertes exceptionnelles, mais la science a besoin de moyens financiers. Et justement, l'ERC finance l'excellence scientifique avec un budget conséquent et qui est d'ailleurs un des plus gros budgets de la recherche fondamentale en Europe. On va découvrir un peu plus en détail les budgets sur l'ERC. Et maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Pierre Bourguignon. Voilà, je vais juste dire aussi quelques mots sur vous, président de l'ERC depuis janvier 2014 et ancien directeur de l'IHEC, l'école où enseigne M. Damour qu'on vient d'écouter. Il a été également le premier président du comité ERC en mathématiques pour les starting grants. M. Bourguignon, il est mathématicien en formation, il a passé toute sa carrière au sein du CNRS. Aujourd'hui, vous êtes venu pour expliquer votre vision du programme ERC et plus largement, je dirais, pour communiquer sur le concept de l'excellence scientifique et peut-être vous allez un peu démystifier ce programme ERC. Merci d'accueillir M. Bourguignon. Bonjour. Je crains d'être moins, illustratif de la science que l'a été Thibault dans son exposé. Donc, malheureusement, je vais parler un peu de politique, parce que c'est aussi une chose qui m'occupe et je crois malheureusement, on ne peut pas en faire l'économie. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est toujours un plaisir d'être à Grenoble et de rencontrer de nombreux collègues qui contribuent hautement au développement de la science. C'est d'autant plus pour moi que cela me replonge plus de 60 ans en arrière. Quand jeune adolescent, je m'intéressais à l'histoire locale du village natal de mon père, Saint-Georges-d'Espéranche, dans l'Isère, et visitais les archives départementales à Grenoble. Je me souviens de mon émotion en ouvrant, apparemment pour la première fois depuis près de 2 siècles, un plan en couleur visant au démantèlement du château de Saint-Georges, une des choses extraordinaires de ce village, qui a été une ville au XIIIe siècle, par un commissaire de la Révolution pour empêcher qu'il devienne une plateforme de résistance. Donc j'ai failli devenir historien. Je suis donc particulièrement reconnaissant aux organisateurs de me donner l'occasion de m'adresser à vous sur le thème des perspectives et des défis de la science en Europe. La science est un reflet de la société. En conséquence, les perspectives et les défis de la science en Europe sont intimement liés aux défis et aux perspectives de la société européenne. Notre réunion a lieu en un moment particulièrement difficile pour l'Europe et le monde, spécialement pour l'idée européenne. Pourtant, une fantastique aventure, si on veut bien y réfléchir, après les horreurs des 2 guerres mondiales, dont l'Europe a été un des théâtres les plus dramatiques. Mon père a été prisonnier de guerre pendant 5 ans en Allemagne. Et il en est revenu avec la ferme détermination de combattre toutes les formes que peut prendre le racisme, comme le nazisme, mais aussi après avoir découvert la littérature française, à laquelle il n'avait pas eu accès, en écoutant des soldats russes, ingénieurs de profession, réciter des pages d'Émile Zola. Pour lui, c'était aussi une évidence que ses enfants devaient parler allemand, pour que cela ne puisse plus jamais arriver. J'essaie de respecter son souhait. Ma génération a probablement été naïve en croyant que les horreurs passées étaient forcément bannies parce que l'Europe s'unissait. Il semble que cette bataille ne soit jamais gagnée et qu'il faille à nouveau se mobiliser. Le racisme sous toutes ses formes, l'intégrisme religieux, générateur de fanatisme, les inégalités génératrices de frustrations insupportables, les nationalismes isolateurs sont de nouveau avec nous et ne nous laissent pas beaucoup de choix. Face à une telle situation, une seule attitude est possible. Refuser les solutions simplistes et les fausses promesses et nous battre encore plus vigoureusement pour une intégration européenne plus forte. Nous devons aussi refuser de tourner notre dos au reste du monde et ne pas céder aux voix qui nous somment de construire des murs et des barrières entre les peuples. Je pense que la science, et nous qui la pratiquons, ont leur place dans cette bataille. En ces temps où la toile met l'information du monde entier à notre disposition en quelques frappes sur un clavier, avoir accès au savoir et à une information de qualité semble une activité banale. Il n'en est rien, car la toile est aussi un lieu où on trouve une quantité de fausses informations.
Plus grave encore, il est souvent bien difficile de les distinguer d'un vrai savoir, si on n'a pas été formé pour cela. Il est donc devenu plus important que jamais de bien faire comprendre, à tous les niveaux, d'abord sur quoi est fondée la méthode scientifique, et ensuite comment elle fonctionne. Savoir cultiver le doute et confronter ce que l'on a appris à la réalité sans accepter la moindre compromission. Cette bataille requiert un engagement durable de la communauté scientifique, bien entendu en relation étroite avec la communauté académique. La nouvelle génération, forcément plus accro que la mienne aux nouveaux moyens de communiquer, doit être alertée et instruite de ces dangers. Et le danger ne va pas se dissoudre par miracle, car il y a des gens et des organisations qui savent saisir ces nouvelles possibilités pour gagner des zélotes. Ils sont bien décidés et capables de dépenser des sommes considérables pour cela. Regardez le nombre de sites sur la toile qui se le font les héros du créationnisme, compte toute l'évidence fondée sur une quantité d'approches convergentes. Cela montre que l'éducation à la pensée critique et l'apprentissage de la vérification des sources sont plus que jamais de la plus haute importance, et ce, dès le plus jeune âge. Nous devons, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, nous impliquer dans ce processus. Si nous ne nous montrons pas capables de faire des progrès dans cette direction, et à ce propos, les collègues spécialistes de sciences humaines et sociales ont un rôle éminent à jouer pour nous aider à mieux comprendre comment les croyances se forment, on peut craindre que la pensée rationnelle soit sérieusement menacée, avec pour conséquence le risque d'affecter gravement le développement de la science. Un des premiers acquis que la science nous offre est la preuve quotidienne des bénéfices du travail partagé avec d'autres, où qu'ils soient, où qu'ils ou elles soient dans le monde et d'où qu'ils ou elles viennent. Parce que la science, qui a été ce à quoi j'ai consacré et consacre encore ma vie, est une entreprise collective, publique et internationale. Elle dépend fondamentalement des échanges et de la coopération et s'affranchit des frontières. Le slogan qui se trouve sur le site du Conseil européen de la recherche, l'ERC, est « ouvert au monde ». Et cela doit être pris littéralement. De nouvelles idées diffusent rapidement. Et aujourd'hui, cela se produit en fait instantanément dans le cadre d'une communauté scientifique réellement globale. En 2013, 35% des articles dont un des auteurs était européen étaient publiés avec des partenaires non européens. Les meilleures institutions de recherche se positionnent toutes aujourd'hui dans un cadre global. Il est donc essentiel que les décideurs nationaux et européens accompagnent la communauté scientifique dans sa participation à cette entreprise globale. La science nationale, et même la science européenne, n'existe pas. Bien entendu, nous sommes régulièrement confrontés à la question « tout cela est très bien, mais comment la science en Europe va contribuer à créer des emplois pour des Européens ?» Il est simplement absurde de croire que des pays ou des régions vont pouvoir se développer économiquement de façon durable en inventant, sûrement dans le secret, des nouvelles technologies qui pourraient être mises en place dans ce cadre restreint. Cela n'a jamais été le cas qu'un pays fonde son développement sur des technologies d'une quelconque ampleur développées seulement dans ce pays. Même dans les temps anciens. L'agriculture, l'élevage, l'écriture, le travail des métaux se sont propagés de façon remarquablement rapide. Imaginez ce qu'il peut en être aujourd'hui. De plus, la science est peut-être une des formes les plus achevées d'un bien public. Si on utilise le jargon des économistes, elle est non épuisable et partageable. Non épuisable parce qu'elle peut être utilisée sans que son usage l'épuise, et partageable parce qu'il est vraiment difficile d'en limiter l'accès. Une fois qu'une idée circule, il est difficile de l'arrêter, et cela va aussi pour des technologies sensibles, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. C'est pourquoi, dans le monde moderne où nous vivons, nous utilisons à peu près les mêmes technologies où que nous soyons. L'autarcie n'est pas une stratégie économique viable. En aucun cas, elle ne peut être une stratégie scientifique. La question est donc comment développer la science et la rendre plus forte. Pour moi, il y a 3 éléments essentiels pour cela. D'abord, nous ne devons pas oublier que ce sont les chercheuses et les chercheurs qui détiennent la clé de ce développement, que ce sont bien des personnes qui font que cela marche. Ensuite, je voudrais souligner à quel point il est essentiel que les chercheuses et les chercheurs aient le temps et la liberté d'explorer de nouvelles branches du savoir. Enfin, je voudrais plaider pour la diversité et la prise de risque dans les sciences. Depuis que j'ai pris mes fonctions à Bruxelles, j'ai été surpris de la façon dont les personnes en charge de prendre des décisions parlent de la recherche. Beaucoup parlent du système européen de la recherche. Ils sont beaucoup moins nombreux à focaliser leur attention sur les chercheuses et les chercheurs et la façon dont ils ou elles travaillent. C'est un truisme que d'affirmer
que sans des conditions de travail minimales, les chercheuses et les chercheurs ne peuvent pas faire un travail de qualité. Ils et elles ont besoin de perspectives de carrière, d'avoir une idée de comment ils ou elles vont pouvoir développer leur travail au-delà d'un horizon immédiat. Nous ne pouvons pas être surpris si, faute de remplir ces conditions minimales, les meilleures chercheuses et les meilleurs chercheurs décident de quitter l'Europe, voire plus radicalement le monde de la recherche. Les pays qui veulent développer la recherche scientifique sur leur territoire n'ont donc pas d'autre choix que d'offrir ces conditions minimales. Je sais bien que les conditions favorables que j'ai connues au début de ma carrière, me voyant offrir plusieurs possibilités avant même d'avoir terminé ma formation, et finalement un poste avec une stabilité certaine dès le début de ma carrière, ne sont plus offertes à la nouvelle génération. La période où nous pouvions compter sur un avenir certain est derrière nous. Néanmoins, les conditions d'emploi et de travail doivent être prises en considération, de même que les rémunérations et la mise en place de procédures transparentes et fondées sur le mérite pour les recrutements, sans oublier de faire aux femmes la place qu'elles méritent dans la recherche. Un équilibre approprié doit être trouvé en financement institutionnel récurrent et financement compétitif, en préservant les tout jeunes chercheuses et chercheurs qui doivent pouvoir se consacrer à la recherche et avoir accès à la prise d'initiative. En effet, ils et elles ne sont pas seulement affectés par leurs conditions matérielles et carrières, ils et elles ont besoin de liberté scientifique. Il y a toujours une tension entre les demandes des décideurs pour la pertinence et l'impact, qu'ils relient de façon mécanique à la productivité et à la croissance économique, et les intérêts défendus pendant des siècles par les scientifiques pour une recherche libre. Cependant, je veux affirmer ici que le caractère contradictoire de cette tension n'est qu'apparent. En effet, comprendre précède toujours appliquer. La science ne peut pas faire d'innovation vraiment influente si les investissements faits en son nom sont à courte vue. Pour faire fructifier un écosystème profitable à la recherche, le financement ne peut pas être à courte vue. Par suite, investir dans la recherche à long terme, à l'initiative des chercheuses et des chercheurs, est simplement indispensable. Nous devons nous souvenir en permanence que les résultats scientifiques les plus importants apparaissent précisément quand les scientifiques ne s'étaient pas donné comme objectif de résoudre un problème sociétal particulier. Considérons par exemple CRISPR, cette approche totalement nouvelle pour l'ingénierie génétique. Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier, qui sont reconnues comme les inventrices, n'ont pas assemblé des molécules qu'elles utilisent pour faire l'édition des gènes. En fait, elles sont tombées dessus dans la nature. Les microbes les utilisent depuis des millions d'années pour éditer leur propre ADN. C'est en 1987 que CRISPR a été identifié par des chercheurs japonais dans la séquence d'Escherichia coli. Mais ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils avaient découvert quelque chose de vraiment révolutionnaire. The biological significance of these sequences is not known, ont-ils écrit. Ce n'est qu'en 2007, après beaucoup de travaux poursuivis dans divers pays, et avec le développement de techniques plus sophistiquées que les chercheuses, en l'occurrence, ont pris conscience qu'ils formaient une sorte de système immunitaire pour les bactéries. Le laboratoire de Doudna a commencé à travailler dans ce domaine parce que sa chimie devait être cool. Il n'y avait pas d'autre objectif que de comprendre. Ce n'est que plus tard qu'elles ont commencé à voir que CRISPR était en fait une enzyme qui permettait de découper l'ADN, ouvrant ainsi la voie à des usages pratiques importants. On peut donc constater que personne travaillant sur CRISPR ne s'était donné initialement le but de contribuer à un défi sociétal ou de développer une nouvelle technologie. C'est en cherchant à comprendre comment le monde fonctionne que les inventrices ont en fait abouti à ces découvertes aux effets potentiellement dramatiques. Cependant, assurer la liberté scientifique n'est pas seulement l'affaire de ceux qui financent. C'est une question qui nous concerne personnellement. Oui, parce que la communauté scientifique est spontanément conservatrice. Nous voulons être pris au sérieux, ce qui est tout à fait compréhensible, et pourtant il est indispensable que nous prenions des risques. Nous ne pouvons pas réclamer la liberté scientifique et ensuite nous lier les mains derrière le dos. Par exemple, il est assez universellement accepté qu'une bonne part de la recherche est faite hors des limites disciplinaires habituelles, et cela quelquefois avec un impact considérable. Comment se fait-il alors que cette recherche ne soit pas développée autant que nous le souhaitons ? Le problème est que, alors qu'il est théoriquement excellent de faire de la recherche interdisciplinaire, il s'agit en réalité d'une activité qui vous expose. Un récent éditorial de Nature soulignait que le no man's land de l'interdisciplinarité doit devenir, je cite, un lieu naturel pour développer sa carrière. Et cette remarque touche bien entendu un point critique. Tout simplement parce que les chercheuses et les chercheurs sont des personnes qui ont des vies personnelles et à un moment ou à un autre doivent trouver des carrières. Il ne suffit pas d'encourager les jeunes scientifiques de se lancer dans une direction interdisciplinaire parce que c'est bon pour la science. La plupart d'entre eux,
et d'entre elles, vont se rendre compte rapidement qu'il est bien difficile d'obtenir un financement ou de se voir offrir une carrière dans cette direction. Trouver un équilibre satisfaisant entre évaluer la crédibilité d'un projet et la nouveauté d'une idée est un exercice difficile. Les nouvelles idées doivent être évaluées par des expertes et des experts. Ce processus doit être guidé, car il convient d'impliquer les bonnes personnes et de donner les bonnes perspectives. Car le conservatisme peut affecter non seulement la science, mais aussi la façon de la faire et d'envisager les carrières. Quelle chance a l'Europe de traiter correctement ces différents éléments ? Elles sont à mon avis réelles, mais cela requiert une coordination effective entre les acteurs. Ce que je vois ne me rassure pas vraiment. En tant que président du Conseil européen de la recherche, je pense pouvoir cependant affirmer que l'ERC contribue à promouvoir ces différents éléments. Traditionnellement, les programmes de recherche de l'Union européenne ont soutenu seulement des projets de recherche collaboratifs ou traitant de domaines affichés par des groupes d'experts. C'était ce qui était permis par les traités, la référence obligée en matière d'action européenne. Cela a changé de façon radicale en 2007 avec la reconnaissance par le traité de Lisbonne que la recherche est une responsabilité partagée de l'Union européenne. C'est ce qui a permis la création de l'ERC, finançant des projets soumis par des chercheurs individuels, une chose impossible auparavant, hormis les bourses de mobilité. Comme vous le savez, l'ERC a deux caractéristiques propres parmi les programmes de la Commission européenne. C'est son conseil scientifique qui a la responsabilité complète de décider de l'usage de son budget et d'organiser l'évaluation des projets scientifiques qu'il reçoit. Par ailleurs, le fondement même de l'ERC est que les scientifiques sont les mieux placés pour savoir ce qu'ils ou elles doivent chercher et comment elles ou ils doivent le faire. C'est pour cela que l'ERC soutient des scientifiques venant de n'importe où dans le monde, de tous les âges, et travaillant dans tous les domaines de la recherche, en incluant bien entendu les sciences humaines et sociales, en fondant toute décision sur la qualité scientifique du projet soumis. Il n'y a aucun objectif ou quota fixé à l'avance. Le soutien apporté est d'une durée de 5 ans pour favoriser un engagement de long terme. La seule chose exigée est que les porteuses ou les porteurs de projets soient liés par contrat pour au moins 50% de leur temps avec une institution basée en Europe et qu'ils ou elles soient déterminés à poursuivre un projet ambitieux en prenant des risques en développant leur recherche. Pour moi, c'est là que réside la valeur essentielle de l'ERC. Disposer d'un financement d'une durée suffisante libère les scientifiques de la préoccupation de l'impact immédiat, d'avoir à penser à la publication suivante, à préparer la prochaine demande de financement pour un soutien supplémentaire. Il est indispensable que grâce à l'ERC, les chercheuses et les chercheurs puissent se concentrer sur le cœur de leur métier en prenant une perspective de long terme. Les institutions qui les abritent contractent cette obligation. Le Conseil scientifique de l'ERC croit qu'il s'agit là de la meilleure façon de faire naître des connaissances réellement nouvelles. La philosophie de l'ERC est que les candidates et les candidats doivent être défiés suffisamment, souvent, pour mettre en avant le caractère de rupture et l'ambition du projet qu'il ou elle porte. Bien entendu, cela sera testé contre la capacité de penser de façon indépendante et de conduire de la recherche de pointe. En d'autres termes, la base est d'encourager les candidates et les candidats à prendre des risques, mais les évaluatrices et les évaluateurs aussi. Nous souhaitons que cette approche soit valorisée au-delà de l'ERC. L'élément décisif pour parvenir à ce résultat est la qualité de la sélection. C'est pourquoi, pour chaque appel à candidature, l'ERC en a 3 chaque année, comme vous le savez, ce sont environ 350 scientifiques de haut niveau et sélectionnés avec soin qui sont mobilisés comme membres des comités de sélection qui se réunissent à Bruxelles, et plus de 2000 rapporteurs à distance venant du monde entier. Le système d'évaluation de l'ERC a été construit avec soin pour garantir que la qualité scientifique soit bien le critère fondamental, tout en veillant à ce que des biais divers concernant les interruptions de carrière ou la disparité des conditions de travail rencontrées par les candidates et les candidats, par exemple, soient bien pris en compte. Tout le processus d'évaluation est suivi pour assurer la transparence et l'impartialité dans l'analyse des dossiers. Comme vous pouvez le voir, la base de l'ERC est l'indépendance scientifique et l'autonomie. Mais atteint-il les objectifs qu'il s'est fixés ? La première étude ex post, conduite à l'initiative du Conseil scientifique sur les 200 projets ERC déjà terminés, montre que 21 des projets conduisent à des ruptures et 50% à des projets scientifiques majeurs, ce qui donne 71% de projets avec un grand succès. 4% ont été estimés avoir été des échecs. Même cela apporte une bonne nouvelle, à savoir que les comités de sélection ont accepté de prendre des risques. L'objectif de cette évaluation était d'avoir une vue globale des contributions obtenues avec le soutien de l'ERC.
On peut prendre un autre point de vue pour considérer les résultats obtenus, celui fourni par une analyse conduite par l'agence qui gère l'ERC sur les 40 000 publications issues d'un projet ERC dans des journaux à comité de lecture internationaux. Que dit cette analyse? Qu'environ un tiers des lauréates et lauréats de l'ERC ont déjà publié un article qui figure dans ceux qui sont dans les 1% les plus cités, donc des publications dont la reconnaissance et l'impact dans la communauté scientifique est le plus élevé. Il faut aussi noter que ce sont ceux que l'industrie regarde comme source potentielle d'innovation sociale et technologique. Pour les lauréates et les lauréats de l'ERC, ce sont 7% de leurs articles qui sont ainsi cités, ce qui est une performance exceptionnelle à comparer seulement aux Fellows du Howard Hughes Medical Institute. Ceci établit de façon indiscutable que la primauté a été donnée à la qualité sur la quantité. Cela garantit que les recherches financées par l'ERC ont un impact scientifique considérable. Mais peut-être n'en doutiez-vous pas. Je suis heureux aussi de pouvoir rapporter qu'en Europe, un nombre significatif de pays ont remodelé leur système de recherche en mettant en place des schémas fondés sur le modèle de l'ERC et la philosophie de faire confiance aux chercheurs et aux chercheuses au travers d'une approche bottom-up. C'est aussi une façon pour laquelle l'ERC contribue à rendre l'idée de la nécessité d'une recherche libre, comprise et acceptée. Nous faisons beaucoup d'efforts pour promouvoir la diversité et une approche plus tolérante aux risques. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le budget de l'ERC, aussi important apparaît-il, ne représente qu'un peu plus de 1% du budget total de la recherche en Europe. L'ERC ne peut pas changer le système seul. Plus que jamais, il appartient aux scientifiques de se battre pour que la recherche fondamentale soit soutenue à un niveau adéquat, de rendre visibles les différentes façons dont la science contribue à la société, de montrer qu'adopter une perspective de long terme est gagnant par rapport à une approche impatiente se calant sur des objectifs à court terme. C'est notre tâche, comme individus et collectivement, en particulier dans le cadre des différentes organisations qui nous représentent, que ce soit des universités, des organismes, des sociétés savantes, des académies, d'aider le public et les décideurs de toutes sortes à comprendre qu'une partie significative de la recherche doit être organisée en s'appuyant sur l'initiative des chercheurs. Dans un moment où beaucoup de gouvernements font des coupes dans les budgets de la recherche, je plaide donc pour que nous, scientifiques, continuions notre bataille pour que la recherche de base soit financée à un niveau adéquat. L'évidence abonde pour prouver que ne pas donner aux chercheuses et aux chercheurs suffisamment de liberté entrave les possibilités de développement inattendues qui sont indispensables pour le futur. C'est bien notre responsabilité de montrer aux décideurs ce qu'exige la maximisation de la contribution des scientifiques à la société, qu'ils travaillent dans l'ingénierie, la physique, les sciences de la vie ou les sciences humaines et sociales. Vous remarquez que je n'ai pas cité les mathématiques, mais elles sont incluses dans la physique, bien sûr. La science ne peut prospérer que si suffisamment de liberté est laissée aux scientifiques. Les défis que je vous adresse, pour terminer, sont les suivants. Comment pouvons-nous assurer que la prochaine génération de chercheurs va pouvoir se développer dans de bonnes conditions en Europe ? Comment pouvons-nous créer les conditions pour qu'il ou elle ait suffisamment de liberté pour développer de nouvelles connaissances ? Comment pouvons-nous surmonter notre conservatisme et les barrières de nos disciplines ? J'ai le ferme espoir que nous saurons relever ces défis, car le futur de l'Europe en dépend en grande partie. C'est à nous d'avoir le courage de faire face à nos responsabilités et de faire comprendre notre détermination à nos partenaires et ainsi d'avoir une chance de les convaincre. Cela nous concerne tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a, restez avec moi, peut-être il y a des questions? Oui, nous avons, je n'ai pas de micro. Ah voilà. Qui voulait? Oui, j'avais une question très simple. Vous avez dit, vous avez donné quelques statistiques et vous avez dit que donc la plupart des ERC finis ont été un succès, mais qu'il y a eu des ERC qui ont été un échec. Comment vous jugez quels sont les critères pour juger que c'est un succès ou un échec? Simplement, la seule façon dont nous pouvons fonctionner là-dessus, ça a été d'abord, c'est un instantané juste à la fin du projet. Donc, la bonne échelle de temps aurait été d'attendre 10 ans, mais si j'attends 10 ans, je ne peux pas vous donner de réponse. La seule façon, je vous décris la méthodologie qu'on a suivie, c'est consisté à, pour les 25 domaines de la connaissance dans lesquels est divisé l'ERC pour fonctionner habituellement. Nous avons demandé à 3 personnes de regarder les 199 projets, presque 200,
et justement de ranger les projets suivant ces 4 catégories que j'ai mentionnées. J'en mentionne les 2, puis il y en a une intermédiaire qui est simplement des projets avec des progrès incrémentaux. On a veillé beaucoup à ce que ça soit, disons, difficile pour eux de mettre la catégorie percée, enfin rupture, pour les forcer à être très sélectifs. Et après ça, c'est le jugement des 75 experts qui ont fait ça, élargi un peu, puisque quand ils avaient l'impression de ne pas être capables de donner un avis sur certains rapports, ils se sont entourés d'autres avis. Donc voilà, c'est forcément une vue partiale. La chose qui était importante pour nous, c'était évidemment d'avoir une idée de ce qui se passe, pas du tout de noter les projets à la fin. L'objet, c'était d'avoir une idée de l'impact global du programme. Et évidemment, la bonne échelle de temps, on vient d'entendre la conférence sur les travaux d'Einstein, et évidemment une autre échelle de temps que celle-là. D'un autre côté, comme vous imaginez, quand vous avez la responsabilité de défendre le budget de l'ERC et que vous devez vous retourner vis-à-vis du Parlement ou de la Commission, vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions que de mener une étude sur ce que vous avez fait. Je dois dire que je suis très content que le Conseil scientifique ait considéré comme de son devoir de mener une étude ex post. Je ne reconnais pas d'autres programmes de la Commission qui mènent des études ex post. Donc, à ce titre-là, je revendique le fait qu'on ait pris cette initiative. Et après ça, elle peut être critiquée. J'ai aucun problème à ce qu'elle soit critiquée, en particulier à cause de l'échelle très courte à la fin des projets qui est utilisée et qui est effectivement, pour beaucoup des projets, probablement inadéquate. Il y a une deuxième question, oui. Oui, l'ERC a effectivement été une rupture par rapport au financement européen en termes de recherche fondamentale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans la façon dont les financements sont attribués vis-à-vis de la coopération? On sait que la coopération est un point essentiel, la coopération au niveau européen aussi. Et finalement, l'ERC, avec un financement sur une personne, ne va-t-il pas un peu à l'encontre de cette coopération qu'il faut établir au niveau européen ? Alors j'ai 3 réponses par rapport à ça. D'abord, comme j'ai dit, l'ERC c'est 1% du budget de la recherche en Europe, donc on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec 1%. 2 éléments après ça, c'est que évidemment c'est une personne telle que c'est conçu actuellement qui soumet un projet, mais rien ne l'empêche de proposer des collaborateurs dans son équipe. C'est pas nécessairement des jeunes doctorants ou des postdocs. Et d'ailleurs, beaucoup de projets présentent comme une équipe en fait qui présente le projet. La partie un peu, comment dire, paradoxale, c'est qu'effectivement il y a un porteur de projet et c'est une personne qui présente, mais la description de l'équipe peut être parfaitement explicite sur un partage des travaux. C'est totalement légitime et d'ailleurs c'est utilisé par un certain nombre de chercheurs. Et je dois dire, c'est varie un tout petit peu d'une discipline à l'autre. C'est vrai que le schéma de l'ERC était quand même beaucoup influencé par la biologie, dans lesquels les gens fonctionnent beaucoup par équipe de 7 à 8 personnes, et qui est un peu le modèle standard de l'ERC. Mais il y a plein d'autres façons de travailler, et dans lesquelles les gens travaillent avec d'autres. Alors parmi les tentatives qui ont été faites par l'ERC en tant que telle, pour sortir de ce dilemme, qui est une question réelle, il y a eu une tentative d'avoir des co-PI, comme on dit. Malheureusement, ça a été suspendu pour 2 raisons. La première, c'est que donc c'était vraiment un co-PI, donc c'était vraiment quelqu'un qui proposait le projet, mais en singularisant parmi les collaborateurs un collaborateur particulier qui pouvait partager de façon très explicite une partie significative des fonds. Et une des raisons pour lesquelles ça a été arrêté, c'est que ça a engendré un nombre de bagarres institutionnelles entre les institutions du PI et du co-PI, tel que ça devenait déraisonnable. C'est-à-dire que le staff passait un temps considérable à résoudre des problèmes vraiment de, je sais pas comment dire, de querelles de clocher, qui étaient vraiment pas l'objet, etc. Alors l'autre tentative beaucoup plus sérieuse a été la tentative des projets Synergie, comme vous connaissez, pour lesquels il y a eu 2 appels. La difficulté qui s'est rencontrée avec les projets Synergie, c'est que l'argent qui avait été mis sur la table pour ces projets le montant était insuffisant. La première candidature Synergie, il y a eu plus de 700 candidatures. Donc vous imaginez le travail qui a été mis, donc jusqu'à 4 collaborateurs ensemble, donc la coopération cette fois explicite. Vous imaginez le travail qu'a représenté le montage de ces 700 projets. Vous imaginez aussi le travail qu'a représenté l'évaluation de ces 700 projets. Pour 11 projets financés, in fine, donc le nombre de gens frustrés a été gigantesque.
et pour des bonnes raisons d'être frustrés, parce qu'il y avait des projets fabuleux. Et le deuxième vague a été un petit peu moins dramatique de ce point de vue-là, puisqu'il y a eu un peu plus de 400 candidatures pour 13 lauréats, donc léger progrès, mais franchement toujours difficile. Et donc une des choses que donc ça a été arrêté, c'était prévu de toute façon qu'il y avait 2 essais, et puis on regardait ce qui se passait. Donc la conclusion que le conseil scientifique que je préside en ce moment a tirée, c'était qu'on voulait faire une étude de ces 24 projets. Et donc ça, c'est une étude qui a été faite par un sous-groupe du conseil scientifique qui a visité chacun des 24 projets pour essayer de voir en quoi ils étaient différents des projets coopératifs d'Horizon 2020, de la Commission européenne. Et je dois dire que ce comité, c'était très intéressant parce qu'il était composé assez spontanément par 2 types de personnes du conseil scientifique, des gens qui étaient absolument pour Synergie et des gens qui étaient absolument contre. Et après la visite des 24 projets, ils étaient tous pour. Donc on s'est dit, il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'on arrive à faire renaître Synergie. Et alors, moi j'ai visité qu'un seul des 24 projets, j'étais très impressionné par le projet que j'ai visité, qui est un projet qui mélangeait médecine, mathématiques et physique de façon complètement originale. S'il aboutit à ce qu'il veut faire, ça sera absolument une première mondiale. Donc quelque chose de vraiment hors du commun. Donc on s'est dit comment on peut faire. Donc on a regardé et effectivement, moi j'ai beaucoup insisté en tant que président qu'il n'est pas question qu'on relance Synergie si c'est de nouveau pour avoir un taux de succès de 1 ou 2%. Parce que le temps passé par les gens pour faire les dossiers est un temps finalement gaspillé et l'évaluation est aussi très lourde pour finalement faire tellement de gens frustrés qu'il n'y a rien à gagner. Donc moi j'ai mis comme barre, en gros, que si on n'a pas 400 millions à mettre dans un projet Synergie, on ne lancera pas Synergie. Si vous regardez les budgets de l'ERC, je ne vous ai pas projeté ces courbes, mais c'est des courbes que malheureusement je connais un peu trop par cœur. La première année où on a vraiment 400 millions disponibles, c'est 2019. Puisqu'on a un budget qui est plat depuis 2014, pendant 3 années, qui recommence à croître en 2017 de façon à peu près linéaire jusqu'en 2020. On est actuellement à 1,6 milliard et on sera à 2,2 milliards en 2020, et avec une croissance à peu près linéaire. Donc c'est à peu près en 2019 qu'on dégage le degré de liberté suffisant, à condition qu'on n'ait pas de coupe entre-temps, soit dit en passant. Donc voilà, à surveiller. Et peut-être qu'on peut le faire un peu avant, à une échelle un peu plus réduite, si on trouve un moyen de s'assurer qu'on n'aura pas de nouveau un emballement incontrôlable. On a déjà commencé à réfléchir à quelles pourraient être des méthodes pour avoir des évaluations plus efficaces, moins lourdes, et puis aussi essayer de contrôler le processus. Donc pour nous, cette question de la recherche plus collaborative se pose vraiment. Dans le contexte actuel, elle est tout à fait possible. Je veux dire, effectivement, les modalités de soumission donnent des inégalités, mais les inégalités, elles peuvent être gérées localement si les gens savent très clairement depuis le début qu'il y a un partage des tâches. C'est parfaitement admissible. Par contre, pour des projets réellement collaboratifs, cette fois de gens ayant des backgrounds, des bagages très différents, des horizons différents et qui veulent vraiment collaborer avec des projets vraiment nouveaux où les gens Alors là, il faut effectivement un projet comme Synergie et ça, c'est plus compliqué à construire et ça, pour nous, c'est à l'horizon. Simplement, je pense qu'il aurait été irresponsable de relancer Synergie avec de nouveau une situation où on avait 1% de taux de succès. Je trouve que ça n'a pas de sens. Donc voilà la situation. Donc si vous nous trouvez, c'est ce que j'ai plaidé devant la commission du Parlement européen en charge des budgets, qu'on ait 400 millions de plus par an, on peut démarrer dès l'année prochaine. Bon, je ne pense pas que j'aurai 400 millions de plus l'année prochaine, mais ça fait partie des plaidoyers que nous faisons au niveau du Conseil scientifique, que je vous encourage à faire auprès de vos députés européens, parce qu'ils jouent un rôle important, à faire aussi auprès du gouvernement français, qui a son mot à dire quand même dans cette discussion. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces projets. Mais le problème est réel. La vraie question qui se pose, en fait, c'est que, comme vous savez, il y a beaucoup de projets européens qui s'appellent des consortia, qui sont exactement ça comme mission. Le problème, comme vous savez, c'est que leur schéma est quand même assez différent. Donc, et beaucoup plus lourd, enfin beaucoup plus compliqué. Voilà. Voilà, une troisième question. Oui, bonjour. Moi, je suis un peu surpris parce que vous avez commencé par un discours d'un vibrant humanisme, on pourrait dire, rappelant que la science, c'est quelque chose qui doit être ouverte à tous, qui est collaboratif par essence.
Or, on a l'impression quand même que cet ERC, c'est d'une certaine manière l'exact opposé. C'est quelque chose qui va focaliser la recherche de manière assez mandarinale sur une personne, qui va plutôt mal répartir les richesses. Et moi, je suis un peu surpris parce que vous parlez aussi de problèmes d'efficacité, de beaucoup de gens qui vont candidater, qui vont perdre du temps. Et c'est le cas avec les ERC pour peu d'élus. Donc, je ne comprends pas très bien comment s'articule le début de votre discours et puis finalement l'opération, enfin l'outil que vous allez avoir finalement en main à la fin, qui est l'ERC. J'avoue que là, pour l'instant, vos réponses ne m'ont pas convaincu. Écoutez, peut-être 3 éléments, si vous me permettez. Le premier, c'est que donc, le nombre de contrats ERC déjà signés, c'est plus de on va atteindre 6 000 cette année, donc on n'est pas sur quelques élus, mais quand même 6 000 élus, ça commence à faire beaucoup. Les gens qui travaillent dans des équipes ERC, c'est plus de 40 000 personnes, donc ça commence à être un nombre significatif à l'échelle de l'Europe. L'autre chose qu'il faut voir, c'est quelle est l'organisation en matière de soutien à la recherche de l'Europe. L'Europe soutient à peu près 8% du budget de la recherche en Europe. Donc, vous ne pouvez pas espérer qu'avec un budget de 8%, vous allez faire une couverture exhaustive de l'ensemble de la recherche en Europe. Comme je l'ai dit, l'ERC à lui tout seul, c'est à peu près 1% du budget de la recherche. Donc, si vous voulez faire une répartition de petites sommes, elles doivent être faites au niveau national ou régional, mais sûrement pas au niveau européen. Parce qu'un des critères permanents, et je peux vous dire que c'est une bagarre pas complètement simple tous les jours, avec la Commission européenne, c'est que beaucoup de gens poussent à essayer de mesurer l'efficacité des services de l'Europe en fonction de la quantité d'argent que chaque employé de la Commission européenne dépense, donne, distribue. Et d'une certaine façon, on a eu récemment une attaque par une agence qui a évalué l'efficacité de l'ERC, enfin de l'agence qui gère l'ERC, en disant qu'on ne comprenait pas pourquoi on donnait des bourses moins élevées, enfin pourquoi on donnait des bourses aux jeunes, du coup, qui étaient moins élevées, parce qu'on diminuait l'efficacité de l'agence, ce qui est évidemment délirant comme commentaire, mais ça c'est une analyse purement technocratique des choses. Et le troisième point par rapport à... Je pense que la seule façon d'avancer par rapport à la crédibilité de la science vis-à-vis des responsables politiques en particulier, c'est de prendre le problème par les deux bouts. C'est-à-dire, quand vous regardez la façon dont, à partir au niveau du Parlement européen, les choses sont regardées, l'Europe produit actuellement plus du tiers des connaissances nouvelles en matière scientifique. Mais la carence qui est dénoncée régulièrement, c'est l'absence de l'Europe dans les publications les plus citées au niveau le plus élevé, donc a priori dans les contributions qui sont les plus visibles à l'échelle internationale. Donc une des missions qui a été donnée à l'ERC de façon explicite, c'est de remonter la position de la France, de l'Europe, pardon, au niveau de la visibilité internationale et de sa compétitivité internationale. Donc ça peut pas se faire autrement qu'en ayant une attitude, en poussant les gens, comme j'ai essayé de le décrire dans mon exposé, à prendre des risques, à faire des projets ambitieux et pas simplement leur financement ordinaire. Le financement ordinaire, vu la répartition des moyens au niveau de l'Europe, il doit être fait par les structures régionales, nationales, mais pas au niveau européen. Si on était dans le système américain où effectivement 60% du soutien de la recherche vient des ressources fédérales, on est dans un schéma radicalement différent. Et à ce moment-là, effectivement, on a, comme vous savez, les taux de succès de la NSF ne sont pas énormément plus élevés, sont de l'ordre de 20%. Ceux de l'ERC sont actuellement à 12%. Ceux de NIH sont plutôt à 25%. Ils sont en train de descendre à 20%. NIH, vous connaissez le budget, c'est 32 milliards de dollars. Donc, voilà la situation. S'il y a plus d'argent au niveau européen, on va pouvoir avoir des programmes beaucoup plus diversifiés et aller dans une autre direction. Dans le schéma actuel, je pense que la solution qui a été choisie en confiant à l'ERC la responsabilité qui lui a été donnée était la seule façon possible d'avoir un soutien d'une recherche ouverte sur les chercheurs, laissés à leur initiative complètement en proposant ce qu'ils veulent, qui soit défendable dans le cadre d'un budget européen. Je vois pas d'autres. Je vois les discussions que j'ai avec les députés européens. Je vois que j'ai les discussions que j'ai avec les représentants des États. On est quand même dans une situation où le financement que l'Europe consacre à la recherche est minuscule, en fait. Si vous comparez au programme de la politique agricole commune ou celui des fonds structurels, c'est des sommes très très faibles. Donc on est dans cette situation. Donc je partage d'une certaine façon votre critique. La seule chose, c'est que je crois qu'à un moment, il faut la
il faut la redistribuer sur quelle est l'organisation politique aujourd'hui en Europe. Et le poids de l'Europe est malheureusement faible. Et on ne prend pas le chemin de l'agrandir, si j'écoute ce que je lis dans les journaux récemment. Pardon, les financements globaux ont énormément baissé et du coup, l'ERC apparaît comme quelque part l'unique futur possible. Donc votre importance est peut-être plus grande que celle que vous semblez dire. Même si ça ne représente qu'1% dans les faits, c'est le modèle. C'est le modèle aujourd'hui qu'on voit avec l'ANR d'ailleurs, qui fonctionne de la même manière. Et ce modèle, à mon sens, est assez critiquable. Il est d'ailleurs critiqué par de nombreux collègues. Je comprends la critique, je pense simplement que la répartition des rôles fait qu'au niveau européen, le mieux que vous pouvez espérer, c'est ça. Vous n'obtiendrez pas autre chose. Et d'ailleurs, quand vous dites que vous encouragez la prise de risque, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que les gens qui ont des ERC, ils ne prennent pas tellement de risques, en fait. Hein. Leur carrière est toute tracée, ensuite. Hein. Ah mais non, ça c'est pas ça. Je parle des risques scientifiques, je suis désolé. Ben ça, les risques scientifiques, je ne sais pas s'ils sont plus pris là qu'ailleurs. Écoutez, moi, c'est ce que j'entends. En tout cas, quand je rencontre des chercheurs, j'ai des exemples très concrets. Juste pour citer un exemple, mais moi j'essaye de rencontrer le plus de chercheurs que je peux. Une jeune chercheuse roumaine travaillant en Allemagne soumet 2 fois son projet à la DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2 fois son projet refusé parce que trop aventureux, financé par l'ERC. Évidemment, ça change sa vie. Elle était à 3 semaines d'être au chômage, en fait, prête à d'ailleurs partir aux États-Unis. C'était ça son perspective. Finalement, elle reste en Europe. D'ailleurs, dans l'université où elle était en Allemagne, pour développer le projet. Donc ça veut dire que le jury de l'ERC, là, a accepté de prendre plus de risques que le jury de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Enfin, j'ai juste un exemple, mais j'en ai... Oui, mais ce que j'y vois du coup, moi, c'est que l'ERC apparaît comme une manière de saupoudrer un petit peu le système actuel pour laisser la chance à quelques personnes qui n'auraient pas réussi par les autres biais. Mais voilà, ça s'arrête là. Écoutez, je ne vais pas vous convaincre, bon, donc voilà. je vous donne les arguments pour lesquels je pense qu'il y a quand même un rôle à jouer et que j'ai accepté de le jouer. J'aurais pu rester à la retraite, c'était peut-être la bonne solution. Mais... Et peut-être ces questions-là, on va les aborder après la pause, sur la suite des carrières, voilà, tout ce que ça a apporté à la carrière. Voilà, merci. Monsieur Bourguignon, il y a une question de ce côté. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des sciences humaines et sociales, en particulier dans le contexte actuel de montée des extrémismes à la fois analystes et religieux. En même temps, au niveau de l'ERC, dans certains domaines en SHS, il y a des taux de sélection qui sont autour de 6%, donc hyper sélectifs. Et puis, parallèlement, il y a d'autres outils. Alors, c'est pas l'ERC, hein, c'est pas directement l'ERC qui est en cause, mais il y a d'autres outils de l'Union européenne pour de la recherche privée subventionnée par l'argent du contribuable qui sont bien au-delà de 50% de réussite, pour des projets qui sont en fait beaucoup plus laxistes, mais qui ont des visées appliquées. Est-ce que, en tant que président de l'ERC, vous pensez qu'il y aurait moyen de militer pour qu'il y ait un rééquilibrage et puis de façon à augmenter le taux de réussite dans les ERC et puis faire qu'il y ait un peu plus de sélection pour ces recherches privées subventionnées? Alors je vais être obligé de vous donner une mauvaise nouvelle, à savoir que ce taux de rééquilibrage a eu lieu il y a 2 ans et les taux de sélection maintenant sont égaux entre les sciences humaines et sociales et les autres disciplines. Évidemment, il y a une discipline qui râle très fort, qui sont les sciences de la vie, puisque le résultat a abouti effectivement à ce que on était arrivé à une situation liée au choix initial du conseil scientifique, qui a été changé quand j'ai pris mes fonctions, à mon initiative d'ailleurs, qui était qu'on avait fixé pour les 3 grands domaines, physique, ingénierie, sciences de la vie et sciences humaines et sociales, des pourcentages a priori de budget qui devaient aller. Et effectivement, l'évolution du nombre de candidatures, l'augmentation du nombre de candidatures en sciences humaines et sociales, la diminution de candidatures en sciences de la vie, avait abouti à une situation où les taux de succès en sciences de la vie étaient de l'ordre de 15% et les taux de succès en sciences humaines et sociales étaient plutôt de l'ordre de 8% en moyenne, donc peut-être ça descendait à 6% pour certains panels. Et donc cette situation a été arrêtée puisqu'on a décidé qu'on répartissait les crédits de façon uniforme pour tout le monde, évidemment avec un effet qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et donc maintenant on est dans une situation où les taux de succès sont à peu près égalisés entre tous les panels.
puisque la clé de répartition est extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle à la pression, comme on dit, à savoir qu'on ajoute pour chaque panel combien d'argent est demandé dans le panel. Ça détermine la part qui est disponible pour le panel, et donc les panels disposent des mêmes pourcentages de réussite. Mais alors, je ne parlais pas de l'hypersélection, enfin, c'était juste un exemple de sélection très forte dans l'ERC. Je parlais surtout du problème d'autres instruments de l'Europe qui sont beaucoup plus laxistes, alors que cet argent, en fait, s'ils étaient un petit peu plus sévères, pourrait être redistribué à l'ERC. Aidez-moi à ce que cet argent vienne à l'ERC, je serai pour. Je n'ai pas accès à, comme vous imaginez, défendre le budget de l'ERC m'occupe un peu, peut-être à tort d'ailleurs, apparemment, mais pour d'autres, j'ai pas de moyen de faire pression pour prendre l'argent des autres. Et je m'en garde bien, puisque ça serait vu évidemment comme un acte d'agression que je ne. Ou d'équité. Mais donc c'est vraiment à vous de dire, si vous avez l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures, de dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Moi, je peux pas le faire à votre place. Merci. Voilà, il y a encore. J'ai juste besoin d'un micro. Merci, bonjour. Pour reprendre la remarque qui était faite précédemment par rapport au côté un peu élitiste de l'ERC, focalisant sur un individu, et effectivement sur la base du fait que la science est conduite de manière éminemment collective, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'évoluer sur les critères d'évaluation, sachant qu'actuellement il y a la moitié de la note en gros sur le projet, la moitié de la note sur le CV d'un candidat, plutôt partir dans une logique d'évaluation d'une équipe que d'un candidat spécifiquement? Alors, si vous voulez, d'abord, ne vous focalisez pas trop sur les notes, parce que les notes ne servent pas à grand-chose, mais donc, en fait, on insiste beaucoup que les gens regardent vraiment les projets très sérieusement. La difficulté, comme toujours, c'est que soit on fait un concours séparé pour cette chose-là, la difficulté, c'est de faire cohabiter des modes de candidature qui sont différents. Et c'est pas du tout simple, parce que quelle clé de répartition on va trouver entre eux? Est-ce qu'on doit avoir des panels séparés? Par exemple, il y a une pression très forte aujourd'hui pour qu'on ait des panels qui s'appellent interdisciplinaires, et qui traitent que des projets interdisciplinaires, et qu'on sorte des projets interdisciplinaires des panels ordinaires. C'est pas si simple, d'abord parce que évidemment les projets interdisciplinaires qui arrivent, on ne sait pas d'avance comment ils vont être, et donc dans le cadre de ce que vous décrivez, comment on va faire pour comparer une équipe de 15 personnes? Imaginez que les gens du CERN nous envoient CMS à évaluer, par exemple, donc avec, je sais plus, 1200 personnes, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, si vous voulez, la difficulté, ça va être ça, c'est que dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, et d'ailleurs on s'en est rendu compte avec les KPI, puisque là, quand même une chose minuscule qui consistait juste à ouvrir un tout petit espace, et même ça, au niveau de l'évaluation, ça s'est pas trop mal passé, même s'il y a eu quand même quelques difficultés, mais après, la difficulté est venue au moment de contracter, puisque à un moment, le contrat doit refléter finalement la demande. Donc le choix qui a été fait par l'ERC, c'est de signer un contrat avec une institution, mais avec un contrat quand même dont la description est très contraignante sur les possibilités que ça donne aux personnes qui sont représentées par le contrat. Et donc déjà là, c'est pas complètement simple à gérer, puisque un certain nombre d'institutions ne respectent pas exactement les obligations qu'elles ont contractées vis-à-vis de la personne qu'elles reçoivent. Si c'est une équipe, je sais pas trop comment on va devoir formuler les choses, et je suis tranquille que nos avocats à l'intérieur de la commission vont nous dire mais comment peut-on faire ça? Parce que du coup, l'objectif, c'est quand même ça, ce qu'on souhaite, c'est que la façon dont on contracte avec l'institution reflète le fait qu'on a donné du pouvoir aux chercheurs. Et donc, si on donne ce pouvoir aux chercheurs, O va devenir O-A-U-X, chercheur ou chercheuse avec des S. Et là, j'avoue que tout de suite, on se retrouve face à des problèmes logistiques ou, je sais pas comment dire, ou légaux, qui sont pas du tout simples. Je comprends votre demande, mais je pense que vraiment, vous sous-estimez le fait que si quelqu'un est porteur d'un projet et décrit la façon dont il veut travailler. Moi, j'ai eu l'exemple d'une femme historienne, qui était d'ailleurs une démographe, mais qui s'est mise à étudier l'histoire des contrats, enfin comment dire, contrat de mariage n'est pas tout à fait la bonne formule, mais des mariages interreligieux en Espagne sur 2 siècles.
finalement, les collaborateurs qu'elle a annoncés, elle n'a pas mis leur nom, mais elle a dit elle allait faire travailler 150 personnes. Parce qu'elle a utilisé les gens dans les églises, dans les synagogues et dans les mosquées de l'ensemble de l'Espagne. Et elle avait déjà constitué son réseau, etc. Elle n'avait pas les noms, mais elle a embauché 150 personnes. Et donc là, il n'y avait pas de doctorant ni de postdoc. Elle a simplement trouvé les gens qui étaient les personnes les plus près de la source pour récupérer les documents. Et ça s'est fait, et c'était le rêve de sa vie, elle l'avait fait, etc. Donc c'est totalement flexible, je veux dire. Donc si vous voulez, là je pense que vous sous-estimez la plasticité du système. Simplement, si on veut la pousser jusqu'à l'égalité complète des droits des différentes personnes qui soumettent, là on se retrouve confronté à une situation qu'on ne va pas être capable de gérer. Je suis désolé d'introduire un côté gestion dans une chose qui normalement devrait être purement stratégique, mais on ne peut pas l'éliminer, parce qu'à un moment, il faut passer à un acte qui consiste à distribuer de l'argent. Et ça veut dire des règles de contrôle, des règles de mise en place, quoi. Mais je comprends Mais normalement, Synergie devrait redonner de l'espace à ce genre de choses. La chose à laquelle on tient beaucoup, et qui probablement ne s'est pas produit dans le premier Synergie, c'était comme on avait ouvert le sommet, le plafond de soumission des projets, évidemment la conséquence a été que les gens ont demandé le maximum. Et je ne suis pas sûr que c'était, dans tous les cas, totalement légitime, en fait. C'était complètement légitime. Le projet que j'ai visité moi-même, c'était clair que la demande d'argent qu'ils ont faite était même une sous-estimation dont ils avaient besoin. Parce que finalement, c'est 1500 familles qui vont suivre pendant 2 ans, qui impliquent des coûts logistiques considérables, et donc l'argent qu'ils demandaient était totalement légitime. Donc on va essayer de trouver un moyen par lequel on a une ouverture beaucoup plus considérable, explicite, des plafonds, des demandes qui sont faites, donc en fixant un plafond, en expliquant vraiment de façon très claire que je suis mathématicien, donc pour moi, effectivement, les montants que donne l'ERC sont des montants qui sont beaucoup plus élevés que ceux qui sont pertinents pour beaucoup de mathématiciens. Pour d'autres mathématiciens, ils sont indispensables, mais pour d'autres pas. Donc, il faut qu'on arrive à... Mais je suis pas sûr que ce soit si facile que ça à percevoir, parce qu'après ça, il y a la pression des institutions qui pousse à ce que les demandes soient au maximum, puisqu'ils récupèrent 25% au passage. Donc, c'est ça la logique. Voilà, il y a une prochaine question. Bonjour, merci. Bonjour. Dans une évaluation ex post du 7e PCRD, il y a une critique qui a été un peu émise à l'égard des ERC preuves de concept, qui sont donc dévolues colorées à ERC. Disons que finalement, de donner 150, maintenant aujourd'hui c'est 180 000 euros pour valoriser des résultats de la recherche, c'était peut-être finalement un peu insuffisant, ou en tout cas, on ne voyait pas toujours la pertinence de cette valorisation. Et puis que ça avait peut-être tendance à maintenir l'ERC dans un silo, et finalement de la recherche fondamentale. Et donc je voulais savoir si vous aviez eu sans doute connaissance de cette critique, et quelle était un peu votre réponse par rapport à ça. Parce que, juste pour commenter, on a un peu le sentiment dans Horizon 2020, quand vous faites de la recherche fondamentale et que vous expliquez ça dans un défi de société, en énergie, en climat, en santé, on dit « Ah, recherche fondamentale, vous allez voir le PINIA, le RC ». Et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'on pourrait très bien se dire qu'une notion de défi, vous avez à faire de la recherche fondamentale, vous avez effectivement à faire de la recherche appliquée, mais d'avoir une vision un peu plus transverse. Voilà. Là aussi, 3 choses, si vous me permettez. D'abord, le programme Proof of Concept, qui était vraiment une initiative du Conseil scientifique, donc c'est pas une chose qui lui a été imposée de l'extérieur, a été un succès bien au-delà de ce qu'on imaginait, puisqu'on a plus de 200 candidatures par an. On en finance maintenant 130, 140. Le budget initialement consacré à Proof of Concept était de 5 millions d'euros. Maintenant, il est de 20 millions d'euros par an. Donc, quand même une somme qui commence à être significative. Une des raisons pour lesquelles c'est difficile d'aller plus loin, c'est simplement les missions de l'ERC. Même déjà, on a eu des commentaires des auditeurs en disant que c'était pas évident qu'on était légitime à utiliser cet argent de cette façon. Donc, ça n'a pas été plus loin, c'était juste un commentaire. Donc, c'est un commentaire. Donc, en tout cas, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la somme, effectivement, on a parfaitement conscience qu'elle est minime. Moi, ce que j'entends de gens qui ont eu des POC, et j'en ai encore rencontré ici, des proof of concept, preuves de concept, c'est que pour beaucoup de gens, d'abord, c'était la démarche que pour le conseil scientifique, que quand des chercheurs éprouvent le besoin de bifurquer un peu de leur travail habituel de recherche,
en fait, on était décidé à les accompagner. Alors l'accompagnement, vous pouvez considérer qu'il est financièrement pas énorme, mais quand même, on entend très régulièrement des commentaires comme quoi il permet aux gens vraiment de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, parce que ils n'avaient pas dans leur environnement immédiat des sommes de cet ordre qui leur permettaient de faire cette amorce. Et l'autre chose aussi après, et ça c'est du coup dans les efforts qu'on fait, qui sont dans le prolongement, c'est qu'on essaye de regarder ce que pourrait être ce qu'on appelle dans notre jargon POC2, qui pourrait être une version dopée de ça. On a exploré des choses possibles avec des gens qui viennent de l'EIT, European Institute of Technology, en particulier de ce qu'ils appellent les KIC, les Knowledge Innovation Centers, yes, celui qui était lié à ICT, pour voir si on pouvait avoir un partenariat avec eux. Finalement, ça n'a pas vraiment débouché. En fait, ce qu'ils cherchaient, c'était simplement une liste de candidats potentiels, et ces listes, elles sont disponibles sur Internet, donc on ne pouvait pas leur apporter grand-chose. Une autre chose pour laquelle moi j'ai passé du temps, ça a été développer des relations avec le European Business Angel Network, qui est un réseau de financeurs privés, qui, eux, sont très intéressés à suivre des projets de lauréats de l'ERC, qui ont eu un proof de concept de l'ERC. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est vraiment une chose qui nous intéresse. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer maintenant à plusieurs reprises le président de la Banque européenne d'investissement dans ce contexte pour accompagner ce genre de choses. Mais c'est clair que la mission qui a été donnée à l'ERC, c'est pas celle-là. Alors, quand vous dites que l'ERC, c'est la chance fondamentale, c'est pas tout à fait vrai. Nous, la terminologie qu'on emploie, elle est assez claire. C'est Frontier Research, frontière recherche exploratoire. Et quand on regarde la statistique des projets, elle est à peu près la suivante: 85% en recherche fondamentale, 15% en recherche appliquée et technologique, et y compris des projets strictement technologiques de gens qui ne sont même pas des chercheurs, qui sont des ingénieurs. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ingénieur en Suède qui me dit « Mais vous savez, moi, je ne suis pas un chercheur. » J'ai dit « Oui, mais bon, apparemment, vous avez quand même un contrat de l'ERC. » Alors, il me dit « Oui, moi, vous savez, ce que je développe, c'est des instruments de mesure. » Bon, alors évidemment, si les instruments de mesure sont fondamentaux pour les chercheurs, ça change la vie des chercheurs, et c'est comme ça qu'il a été financé. Et ce monsieur, dans le cadre de l'ERC, visiblement, remplit ses fonctions parfaitement bien. Donc, alors c'est sûr que la réponse que vous avez dite, mais vous savez quand même qu'à côté de l'ERC, dans le pilier qui s'appelle Sciences Excellentes, il y a Future and Emerging Technologies, qui est aussi un programme qui est complètement ouvert et qui, normalement, lui, est vraiment centré sur les technologies et plus proche de l'innovation. Alors je sais que son taux de succès n'est pas extraordinaire. Son budget n'est pas si nul que ça, donc je ne sais pas trop quoi dire. Voilà la situation. Donc les trois éléments, si vous voulez. C'est-à-dire que, d'abord, c'est pas vrai qu'il y a que de la recherche fondamentale. En tout cas, c'est une chose qu'on répète régulièrement. Et puis que, pour nous, preuve de concept est plutôt un succès qu'un échec. En particulier parce qu'une des choses qui s'est révélée, qui n'était pas évidente du tout, c'est que beaucoup de venture capitalistes ou de business angels trouvent que le fait que quelqu'un ait pu déposer un plan de développement et qui soit reconnu par les évaluateurs de l'ERC, qui ne sont pas des scientifiques mais des gens qui sont des professionnels du transfert de technologie, était un indice très positif et les incitait à investir. Après ça, je connais plusieurs exemples de chercheurs qui, voulant développer leur entreprise, n'ont pas trouvé en Europe les fonds suffisants et finalement ont trouvé les capital risqueurs aux États-Unis et pas en Europe. Mais là, malheureusement, c'est plus le problème de l'ERC. C'est une réalité, malheureusement, préoccupante, mais qui est une réalité européenne. Il y a encore une question. Votre droite. Quel était votre sentiment concernant le futur EIC, European Innovation Council, et d'autre part, si vous étiez impliqué dans la réflexion concernant sa mise en place? Alors, European Innovation Council est une idée du commissaire Moedas, essentiellement nourrie de ce que je viens de dire, en fait, la difficulté qu'il y a en Europe de passer d'une innovation à un développement réel d'une entreprise ou d'une activité économique autour de ça.
Alors, comme vous savez, on est dans une phase d'exploration, puisqu'il y a un appel à commentaires ou à propositions qui a été fait, qui va être clos très bientôt, peut-être ce soir même, ou demain, ou quelque chose comme ça. Par principe, le conseil scientifique de l'ERC s'est posé la question de savoir s'il comptait participer à cet appel à commentaires. Nous avons décidé collectivement de ne pas participer à cet appel à commentaires pour une raison que c'était pas évident pour nous de commenter de façon utile, puisque après tout, ça traite quand même d'un champ qui n'est pas notre champ de compétences direct. Donc, à côté de ça, je peux pas vous cacher que j'en ai parlé avec le commissaire. Plutôt, le commissaire m'en a parlé. Donc, pour lui, c'est clair que c'est devenu une chose extrêmement importante, parce qu'il considère qu'il a identifié une lacune importante. Le schéma n'est pas du tout clair de ce qui va sortir. Comme vous savez, il y a eu déjà des prises de position qui ont eu lieu, qui sont, disons, assez variables, certaines assez favorables, y compris à la création d'une structure qui pourrait s'apparenter à l'ERC, d'autres, au contraire, des structures complètement différentes. Il y a déjà un gouvernement qui a pris une position très, très ferme contre l'EIC, qui est le gouvernement allemand. La surprise d'hier est la sortie d'un communiqué de Fraunhofer disant le contraire du gouvernement, ce qui est très inhabituel dans le contexte allemand, qu'une institution prend position contre la position du gouvernement. Je pense c'est un débat qui est ouvert, on ne sait pas la forme que ça peut prendre. Je pense que le problème qui est désigné est un problème réel, sur lequel il y a des progrès à faire. Je ne suis pas sûr que les outils, si vous voulez, pour avoir participé à des discussions avec le commissaire et des investisseurs, ce que les gens disent toujours, qu'ils veulent développer faire grandir des petites entreprises, est toujours le même. C'est que les moyens publics qui sont mis en place, par exemple dans le cas de la Commission, ont des temps de réactivité qui sont incompatibles avec les activités économiques de ce genre de personnes. Si vous devez attendre 8 mois une réponse à un dossier pour savoir si vous allez être financé, c'est impossible dans le cadre d'une petite entreprise en train de se développer. Donc, malheureusement, cette critique, elle est fondée. L'ennui, c'est que très probablement, dans le cadre d'un financement public, on ne peut pas espérer autre chose. La seule façon d'avoir des décisions rapides, c'est que des gens aient une quantité d'argent et rendent compte après coup de l'utilisation de leur argent, ce qui, dans le contexte de la Commission européenne, est impensable. Donc, j'ai peur qu'on soit dans un cercle vicieux. On va voir ce qui va sortir. J'espère qu'il y aura des bonnes idées qui vont sortir de la consultation. Je ne sais pas quoi répondre d'autre. Moi, j'ai pas vraiment de position là-dessus, si ce n'est que je sais que le commissaire lui-même a vraiment beaucoup réfléchi personnellement. Ça correspond à son histoire personnelle. C'est quelqu'un qui a quand même une connaissance de ces milieux approfondis, qui a vraiment consulté beaucoup de gens dans beaucoup de différents milieux. Et son obsession, elle est vraiment du côté de je ne sais pas comment on dit, enfin la croissance des entreprises d'une petite taille à une taille moyenne, qui est vraiment en Europe actuellement le point faible. Et vous n'avez pas de crainte concernant le budget de l'ERC par rapport à... Ah bien sûr que c'est bon, très probablement, comme vous savez, dans l'ambiance européenne actuelle, on est dans la phase... Tout le monde n'est peut-être pas au courant des discussions budgétaires européennes. Le budget qui nous intéresse est un budget qui a été voté pour 7 ans, pour la période 2014-2020. On arrive dans la période qui s'appelle la révision à mi-parcours, pour laquelle la Commission va devoir donner ses positions vers la fin de 2016, pour application à la mi-2017, pour la fin 2017, 2018, 2019, 2020. Donc, je ne sais pas ce que sera la position de la Commission. Très probablement qu'on ne change rien. Je sais que le Parlement veut absolument que les 2,2 milliards qui ont été pris dans le budget de la recherche, enfin le budget de Horizon 2020, pour financer le Fonds européen d'investissement stratégique soient rendus. J'ai discuté hier soir avec vous êtes témoin, j'ai discuté hier soir avec la rapporteure du budget européen pour ça, de la commission du budget du Parlement européen. Donc la position de la commission du budget va être presque sûrement d'exiger que ces 2,2 milliards reviennent au budget de la recherche. Donc normalement ça donne un petit espace pour financer l'EIC sans toucher l'ERC. Moi, ce que j'ai cru comprendre de la commission du Parlement qui s'occupe de la recherche, c'est que l'idée, ça sera de ne pas toucher le budget de l'ERC. Mais je pense qu'on ne peut pas espérer, malgré mon plaidoyer, que le budget de l'ERC va croître. Mais bon, je crois que c'est... Là, on est dans une phase de discussion politique. Donc, y compris si vous avez des choses à dire à vos députés, dites-leur.
Ils sont là pour voter, in fine. Et ça sera un vote, une discussion à trois, comme toujours, c'est-à-dire la Commission, le Conseil, c'est-à-dire les États et le Parlement. Mais le budget doit être voté par le Parlement, in fine. Donc, si vous convainquez vos députés, ça peut changer les choses. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question avant de partir en pause? Un instant, attendez juste le micro, s'il vous plaît. Oui, on a beaucoup entendu que la France réussissait de manière insuffisante aux appels d'offres de l'ERC. Je voulais un peu savoir si vous aviez une analyse à faire à ce propos. Alors on peut imaginer que ce soit dû au fait que le système de recherche en France est très horizontal et peut-être moins pyramidal qu'en Suisse ou en Allemagne, ou il y a d'autres raisons sur l'attractivité des carrières de recherche. Enfin, je ne sais pas si vous avez une analyse à nous faire. Est-ce que le système français est mal adapté à l'ERC? Et dans ce cas, on peut imaginer de faire changer l'ERC, c'est probablement compliqué, ou de faire changer la recherche en France, ou s'en accommoder. Alors d'abord, deux éléments importants quand même. La France a le taux de réussite le plus élevé de tous les pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire que quand les Français sont candidats, ils se débrouillent pas si mal que ça. Ça c'est la première chose. On est à 16% de taux de succès, donc c'est pas négligeable. Et si on regarde les Français qui se présentent 2 fois au concours, le taux de succès est à 26%. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de programmes où on est candidat où les taux de succès sont à 26%. Enfin, bon, ça c'est une chose. Non, la situation de la France en matière de succès à l'ERC, elle est malheureusement très contrastée. Je vais être obligé de dire quand même qu'il y a trop de mathématiciens travaillant en France qui reçoivent des ERC, puisque l'année dernière, j'étais presque honteux. Je suis mathématicien, je suis président de l'ERC, et sur 26 contrats donnés en mathématiques, il y en avait 11 travaillant en France. Donc, j'y suis pour rien, évidemment, absolument pour rien. J'avais même pas donné un nom des membres du jury. Et d'ailleurs, il n'y a pratiquement pas de Français dans les jurys. Donc, c'est la situation. Non, la situation dramatique en France, c'est du côté des sciences humaines et sociales, où on n'a simplement pas de candidats. Mais de façon hallucinante, quoi. Je veux dire, donc, je sais pas quoi dire. C'est aux collègues des sciences humaines et sociales de dire si le RC est pas adapté pour eux ou pas. Mais c'est là où il y a un déficit considérable. C'est pas tellement dans d'autres domaines. L'écart là est gigantesque. Le dernier appel sur les... Oui, c'est le dernier appel qui vient d'être... Donc les résultats ont été donnés la semaine dernière. Donc 270 contrats Advanced Grant. En sciences humaines et sociales, il y avait 70 contrats, je pense. Et donc 2 en France, 16 aux Pays-Bas. Donc pourquoi ? Pourquoi les gens qui font des sciences humaines et sociales aux Pays-Bas considèrent que le RC est adapté pour eux et pas les chercheurs en France? C'est un mystère pour moi, quoi. Mais en fait, avec des taux de succès très considérables pour la France, les taux de succès sont très bons. Simplement, il n'y a pas de candidat. Donc voilà, donc là, c'est sûr qu'il y a un contraste énorme. Hein, il y a un contraste énorme. Après ça, comme toujours, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de doute que les Français réussissent très bien. Je citais les mathématiques parce que l'année dernière, j'étais gêné, presque. Je l'ai dit à Christophe parce que c'était quand même extravagant. Il faut dire que je vous ai cité 26, mais il y avait 6 Israéliens sur les 26. Alors je ne sais pas si vous voyez, la taille d'Israël à côté de la France, c'est encore plus extraordinaire, quoi. Mais ça correspond à une vitalité absolument fabuleuse d'Israël en mathématiques en ce moment. Les jeunes Israéliens sont extraordinaires. Bon, donc ça c'est une donnée. Alors après ça, dans d'autres domaines, sciences de la vie, il y a des domaines où la France réussit très bien et d'autres où elle réussit moins bien. J'ai peur que ça soit quand même un petit coup d'éclairage sur les domaines où il y a des gens plus forts que d'autres, j'en sais rien, ou peut-être les gens sont plus candidats que d'autres, je sais pas. En tout cas, le taux de succès moyen est quand même pas du tout mauvais. Donc la France peut pas dire qu'elle ne réussit pas bien à l'ERC, elle réussit bien, mais elle pourrait réussir encore mieux si elle était plus candidate, quoi. C'est ça la situation. Il y a encore une question là. Au niveau de la gestion de votre budget, est-ce que vous avez eu un retour de la Cour des comptes, un retour positif, négatif? Oh, c'est compliqué. D'abord, des audits dans le contexte européen, je peux vous dire, on en a plusieurs par an. Donc, on est rodé à l'exercice. Chaque fois, il y a quelquefois des surprises. Le dernier audit, c'était un audit sur l'agence, qui était en fait un audit extraordinaire par certains côtés, très inquiétant par d'autres. Extraordinaire parce que, apparemment, les chercheurs qui ont un contrat de l'ERC, quand on leur demande s'ils sont satisfaits, la réponse est 93% de oui. Ce qui n'est pas du tout, ça paraît
une banalité, dire c'est normal, on leur donne de l'argent, ils sont contents. Pas du tout. Sur les autres programmes européens, le taux de succès est de l'ordre de 40 à 50%. Donc il y a quand même un écart entre les deux. Et puis surtout au niveau des évaluateurs qui travaillent pour l'ERC, qui est quand même une tâche relativement ingrate, mal payée, mais je pense intellectuellement stimulante, le taux de satisfaction était de 95%, ce qui était quand même assez extraordinaire. Mais en même temps, une chose très inquiétante, qui était la remarque que je vous ai faite d'abord sur le fait pourquoi vous donnez pas tout l'argent aux plus âgés, parce que vous pourrez donner des contrats plus gros, qui moi me laissent totalement rêveur. Et puis après, d'autres choses sur des tentatives de normalisation, sur la façon dont on devrait fonctionner. On a constamment des pressions, par exemple, pourquoi vous réunissez les gens physiquement, pourquoi on fait tout ça par échange sur Internet, etc. Moi, je sais bien que réunir des gens pendant 3 jours dans une pièce, ça ne fait pas le même résultat que cocher des cases sur un fichier Internet. Bon, mais ça, c'est constamment des réactions de gens qui n'ont pas du tout envie de regarder la réalité de ce qu'on fait, c'est tout. Donc ça existe régulièrement. Alors maintenant, sur des choses... Sur les taux par exemple, sur les audits, qui peuvent être des choses très pénibles. Moi, j'en ai vécu une à l'IHES sur un contrat qui remonte à FP5. Voilà. Donc, ce fut absolument traumatique, parce que les gens qui étaient là, je ne sais pas comment ils fonctionnaient, mais en tout cas, à aucun moment, ils voulaient regarder la réalité des choses. Notre taux d'audit est quand même le taux de problème dans les audits est extrêmement bas. On est un des plus bas de tout des GRTD, donc de toute grosse partie d'Horizon 2020. On a un taux de redressement dans les audits qui, je crois, l'année dernière était 1,4%. Donc... c'est-à-dire 1,4% des projets qui ont été audités. Hein, donc, et les projets audités l'année dernière, ça doit être une centaine, et on doit passer à 150 cette année, puisqu'on demande d'augmenter le nombre d'audits, mais les redressements par audit étaient extrêmement faibles. Donc ça veut dire 2 choses. Donc ça veut dire d'abord que je pense que la bureaucratie de l'ERC est quand même en moyenne plus faible que celle d'autres programmes, et que en moyenne l'agence régule ça suffisamment bien pour que quand les auditeurs arrivent, il n'y a pas de drame. Mais c'est vrai que discuter avec les auditeurs, c'est toutes les fois une épreuve, parce que je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais c'est pas mon monde à moi. Donc toutes les fois les questions qu'ils me posent, je ne sais absolument pas quoi répondre, parce que la réponse me paraît n'avoir aucun sens, mais ils font leur métier. Je veux dire, c'est des gens qui ont été formés à une sorte de formalité permanente sur tout. Voilà, donc, mais je veux dire, il faut respecter ça, c'est de l'argent public, donc on doit être capable d'en rendre compte. Voilà, donc on essaye d'en rendre compte le mieux possible, en ne rendant pas la vie des gens impossible. Mais les chercheurs sont audités, mais je peux vous dire que les agences sont aussi auditées. C'est 3 audits par an, quoi. Donc, c'est traumatique. Et chaque fois, des gens, d'ailleurs, extrêmement professionnels. Moi, je passe du temps avec eux. Chaque fois, je sors assez désespéré. C'est une mauvaise journée, ça, pour moi. Monsieur Bourguignon, on va enchaîner tout de suite avec la première table ronde. Okay. Et on fait entre la première et la deuxième, on va faire une pause. Et on va continuer en anglais maintenant. So now we're going to debate on the ERC program and go through its different aspects that might interest you. So we're going to clarify this application process in full transparency based on previous winners' experiences and with the testimony of Mr. Bourguignon. So the main objectives of this discussion is, first, yes, you stay with me, please, is to understand what that though the ERC is a program of excellence, its access is more open than one may think. And second, we will try to answer your questions about this program. So we have 3 sessions of 30 minutes each to debate 3 topics, and the first one is how and why do I project myself into an ERC approach as a young researcher? So it's talking about starting and consolidator grants. And so to talk about this, I call on stage, Jean-Pierre is already with me, Pierre Gallet, Martial Ballon, Emmanuel Bossy, and Irina Gucci. And we can applaud them. We can give them a warm round of applause. Thank you.